Lors de la fête d'anniversaire de mon fils de 5 ans, il s'est soudain effondré. De la mousse est sortie de sa bouche et son corps a convulsé. Je l'ai emmené à l'hôpital, où le médecin m'a regardé avec une expression grave. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Quand le médecin m'a montré les résultats, mon corps s'est figé. Quand je suis rentré à la maison avec la police, une personne s'est mise à trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. C'était la fête du 5e anniversaire de mon fils. Toute la famille s'était rassemblée et la pièce était remplie de sourires. Mais 1 heure plus tard, mon fils gisait sur le sol. De la mousse sortait de sa bouche et son corps était secoué de convulsions. Le médecin a dit que ce n'était pas une intoxication alimentaire. Quelqu'un l'avait fait intentionnellement. Et lorsque je suis rentré à la maison avec la police, une personne a commencé à trembler. C'était la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce matin-là, j'ai réveillé mon fils, Ethan. Aujourd'hui, il fêtait ses 5 ans. Quand Ethan a ouvert les yeux, il a immédiatement affiché un grand sourire. J'ai embrassé son front et murmuré « Joyeux anniversaire ». Ethan s'est levé d'un bond et a demandé si tante Jennifer venait. « Bien sûr, elle ne manquerait ton anniversaire pour rien au monde », ai-je répondu. Ethan adorait ma belle-sœur, Jennifer. Jennifer était toujours gentille et apportait des tas de cadeaux. Parfois, elle lui achetait des choses plus chères que mon mari et moi. À 14 heures, la famille a commencé à arriver. Mon mari David, sa sœur Jennifer, les parents de David, mes parents et 10 amis d'Ethan. Le salon était illuminé de ballons et de décorations. Jennifer est arrivée vers 14h30. Elle se tenait sur le seuil de la porte, tenant une grande boîte cadeau. Ethan a poussé un cri de joie et a couru vers elle. Jennifer l'a serrée dans ses bras et a dit « Je t'ai préparé quelque chose de spécial ». Les yeux d'Ethan pétillaient. Jennifer souriait. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ce sourire était un peu différent de d'habitude. Ses yeux ne souriaient pas. À 15 heures, Jennifer a dit « Je vais chercher le gâteau. Tu es occupée avec les invités, Rachel ». J'ai hoché la tête avec gratitude. Jennifer a pris ses clés de voiture et est partie. De la fenêtre, je l'ai regardée se diriger vers la pâtisserie Sweet Dream. À 15h30, Jennifer est revenue avec le gâteau. C'était un grand gâteau au chocolat avec le nom d'Ethan magnifiquement écrit dessus. Nous avons tous chanté « Joyeux anniversaire ». Ethan tapait joyeusement dans ses mains. Après avoir soufflé les bougies, Ethan m'a regardé. « Je peux manger le gâteau, maman ?» « Bien sûr. C'est toi le roi de la fête, ai-je répondu. Jennifer a coupé le gâteau. Elle a donné à Ethan la plus grosse part. « Mangeant beaucoup, Ethan », a dit Jennifer. Ethan a pris une grande bouchée de gâteau. 3 minutes plus tard, le visage d'Ethan est devenu rouge. Au début, je n'ai rien remarqué, mais quand Ethan a porté la main à sa gorge, mon cœur s'est arrêté. « Ethan, ça va ?» Je me suis précipité vers lui. Ethan a commencé à se griffer la gorge. « Je n'arrive pas à respirer », a-t-il dit d'une voix rauque. Une réaction allergique. J'ai tout de suite compris. « David, l'épipène », ai-je hurlé. Mon mari a sorti frénétiquement l'épipène du sac à dos d'Ethan. Il l'a injecté dans la cuisse d'Ethan, mais rien ne s'est passé. « Pourquoi ça ne marche pas ?» ai-je crié. Ethan s'est effondré sur le sol. De la mousse sortait de sa bouche et son corps était secoué de convulsions. « Appelez une ambulance, tout de suite », ai-je hurlé. Jennifer a sorti son téléphone portable, mais ses mains tremblaient. Elle mettait un temps fou à composer le numéro. Pourquoi était-elle si lente? Je ne comprenais pas. David a arraché le téléphone des mains de Jennifer et a appelé lui-même le 911. Pendant les 7 minutes qui ont précédé l'arrivée des ambulanciers, j'ai tenu Ethan dans mes bras. Le corps de mon fils n'arrêtait pas de convulser. « S'il te plaît, Ethan, reste avec maman. S'il te plaît. » Je le répétais encore et encore. Jennifer se tenait contre le mur. Son expression était étrange. Pas de la panique, mais une sorte d'autre émotion. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Dans l'ambulance, je fixais mon fils. L'ambulancier lui a administré de l'adrénaline. La respiration d'Ethan est revenue un peu, mais il n'était pas conscient. J'ai serré la main de mon fils. Elle était froide. La salle d'urgence de l'hôpital était froide et trop éclairée. Pendant que les médecins soignaient Ethan, j'attendais dans le couloir. J'étais assise le dos contre le mur, les genoux serrés contre ma poitrine. Chaque fois que l'aiguille de l'horloge bougeait, mon cœur se serrait. David est arrivé 15 minutes plus tard. Il était à bout de souffle.
Comment va Ethan? A-t-il demandé. Je ne sais pas encore. Il est en train d'être soigné, ai-je répondu. David s'est assis à côté de moi et a pris sa tête entre ses mains. Jennifer est arrivée aussi. Elle pleurait. Rachel, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait, a-t-elle dit. J'ai regardé Jennifer. Pourquoi l'épipène n'a-t-il pas fonctionné? Ai-je demandé. Jennifer a baissé les yeux. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était périmé, a-t-elle dit. Non. Je venais de le remplacer par un nouveau le mois dernier. Je m'en souvenais clairement. Je vérifiais l'épipène tous les mois. C'était une question de vie ou de mort pour Ethan. Quelque chose dans la réponse de Jennifer me dérangeait, mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi. 1 heure plus tard, la porte des urgences s'est ouverte. Le docteur Sarah qui m'est sorti. Le docteur qui m'a regardé mon visage et a adouci son expression. Madame Martinez, votre fils est stable. Mais nous devons parler, a-t-elle dit. Je me suis levé. Que s'est-il passé? Étaient-ce les arachides? Ai-je demandé. Le docteur qui m'a hoché la tête. Oui, mais ce n'est pas une simple réaction allergique, a-t-elle dit. Le docteur qui m'a montré le rapport d'analyse. Étant une ancienne infirmière, je comprends la terminologie médicale. En regardant le rapport, j'ai eu le souffle coupé. Une concentration anormalement élevée d'huile d'arachide a été détectée. Pas une simple trace, une quantité intentionnelle. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Ce n'est pas un accident, a déclaré le docteur Kim. J'ai fixé le médecin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé. Le docteur Kim a pris une profonde inspiration. Quelqu'un a intentionnellement mis de l'huile d'arachide dans ce que votre fils a mangé. Et il y a autre chose, a-t-elle poursuivi. Le docteur Kim m'a montré un autre rapport. Nous avons testé l'épipène que vous avez utilisé. Le contenu n'est pas de l'épinéphrine. C'est une solution saline, a-t-elle dit. Quoi? Ai-je haussé la voix. Quelqu'un a remplacé le contenu. Madame Martinez, l'épipène de votre fils a été falsifié. Ce qui signifie? Le médecin a marqué une pause. Quelqu'un a tenté de tuer votre fils, a-t-elle dit. Le monde s'est arrêté. Je n'entendais plus les sons autour de moi. Je voyais David dire quelque chose, mais les mots n'atteignaient pas mes oreilles. Quelqu'un a tenté de tuer mon fils. Ces mots se répétaient dans ma tête. J'ai posé la main sur le mur. Je ne pouvais plus respirer. Le docteur qui m'a soutenu l'épaule. Ça va, Madame Martinez? A-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Bien sûr que ça n'allait pas. Qui? Pourquoi? Mon fils? Ai-je dit d'une voix tremblante. 30 minutes plus tard, l'inspecteur Marcus Chen est arrivé. L'inspecteur Chen s'est présenté comme un spécialiste des affaires de tentative de meurtre. Le docteur qui m'a contacté. C'est une affaire criminelle, a-t-il dit. J'ai expliqué la situation à l'inspecteur. La fête d'anniversaire d'Ethan. Environ 20 invités. Il s'est effondré juste après avoir mangé le gâteau. L'inspecteur écoutait en prenant des notes. Qui a apporté le gâteau? A-t-il demandé. Ma belle-sœur, Jennifer. Elle l'a récupéré à la pâtisserie, ai-je répondu. L'inspecteur a hoché la tête. Qui avait accès à l'épipène? A-t-il continué. J'y ai réfléchi. L'épipène est dans le sac à dos d'Ethan. Il est gardé dans sa chambre à la maison. N'importe qui dans la famille pouvait y avoir accès. Qui était venu à la maison la semaine dernière? Mes parents, mes beaux-parents et Jennifer. Hier, Jennifer est passée. Elle a dit qu'elle voulait donner un cadeau à Ethan. J'étais en train de cuisiner. Jennifer est montée seule à l'étage. Pendant environ 30 minutes. Attendez, qu'a-t-elle bien pu faire pendant 30 minutes? Je n'ai pas posé la question à Jennifer à ce moment-là. Je ne me méfiais de rien, mais en y repensant, c'est étrange. 5 minutes suffiraient pour simplement déposer un cadeau. 30 minutes, c'est trop long. J'ai regardé l'inspecteur. Jennifer est venue hier. Elle est restée seule à l'étage pendant environ 30 minutes, ai-je dit. L'inspecteur Chen a plissé les yeux. Retournons à la maison. Nous devons interroger tout le monde et nous allons saisir le gâteau comme preuve, a-t-il dit. Quand je suis retourné dans la salle d'attente, David et Jennifer étaient là. David était pâle. La police vient? A-t-il demandé. Oui. Parce que c'est une tentative de meurtre, ai-je répondu. Jennifer s'est levée. Tentative de meurtre? Qui? Pourquoi? A-t-elle dit. J'ai fixé Jennifer. Je l'ai regardée dans les yeux. Quelque chose n'allait pas. Sa surprise semblait authentique, mais quelque chose était différent.
Je ne pouvais pas dire quoi. Je voulais être seul. J'ai dit que j'allais aux toilettes et j'ai quitté la salle d'attente. En marchant dans le couloir, j'ai organisé les informations dans ma tête. Je suis une ancienne infirmière. J'ai travaillé aux urgences pendant 10 ans. J'ai vu des symptômes d'allergie aux arachides de nombreuses fois. Normalement, il faut 5 à 10 minutes pour que les symptômes apparaissent, mais Ethan s'est effondré en 3 minutes. Anormalement rapide. Cela se produit lorsqu'une grande quantité d'allergènes est ingérée. Cela correspond au rapport du Dr Kim. Et la défaillance de l'épipène. L'épipène avait été remplacée par un œuf le mois dernier. La date d'expiration n'était pas avant l'année prochaine. Pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Le contenu aurait-il vraiment pu être échangé? Mais qui? Pourquoi? Qui voudrait tuer Ethan? Je me suis arrêté. J'ai regardé par la fenêtre. Les voitures étaient alignées sur le parking. Parmi elles, je pouvais voir la voiture de Jennifer, une berline blanche. J'ai essayé de me souvenir de quelque chose. Hier, quand Jennifer est venue, quelque chose clochait chez elle. Elle souriait moins que d'habitude. Ses yeux semblaient fatigués. Quand j'ai parlé de ma deuxième grossesse, le visage de Jennifer s'est assombri un peu, mais elle a rapidement retrouvé son sourire. « Félicitations, Rachel », avait-elle dit. Mais ce sourire était faux. Et il y a 3 mois, quand j'ai annoncé ma grossesse à la famille, tout le monde m'a félicité. Jennifer souriait aussi. Mais ses yeux ne souriaient pas. Après la fête, j'ai vu Jennifer seule dehors. On aurait dit qu'elle pleurait. Mais quand j'ai essayé de l'appeler, elle est montée dans sa voiture et est partie. Il y a 2 mois, un dîner de famille. Jennifer m'a dit, « Rachel, tu es vraiment heureuse, n'est-ce pas? Un mari merveilleux, un fils adorable, et maintenant un deuxième enfant. » J'ai simplement répondu avec un sourire. « Merci, Jennifer. » Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix. De l'envie. Non, quelque chose de plus que ça. De la jalousie. Il y a 1 mois, Jennifer m'a demandé, « Apprends-moi à utiliser l'épipène. » Je veux savoir en cas d'urgence, a-t-elle dit. J'étais heureuse de lui apprendre la structure de l'épipène, comment l'utiliser, comment le ranger. Jennifer prenait des notes avec empressement. À l'époque, je ne me suis douté de rien, mais en y repensant maintenant, pourquoi si soudainement? J'ai sorti mon téléphone portable. Je devais enquêter sur Jennifer. J'ai commencé à chercher sur Internet. Jennifer Thompson, traitement infertilité. Le premier résultat était un site web pour une organisation de soutien à l'infertilité, un article datant de 5 ans. Il contenait le témoignage de Jennifer. J'ai lu l'article. 10 ans de traitement contre l'infertilité. 5 fécondations in vitro, toutes des échecs. Mon mari m'a blâmé. C'est de ta faute, a-t-il dit. Nous avons divorcé. J'ai abandonné mon rêve d'avoir des enfants. L'article se terminait là. J'ai serré mon téléphone. Jennifer, tu souffrais à ce point? Mais ce n'est pas une raison. Peu importe la souffrance, ce n'est pas une raison pour tuer un enfant de 5 ans. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin de preuves. Des preuves solides, pas des émotions, mais des faits. Je suis une ancienne infirmière. Je sais réfléchir logiquement. Trouver des preuves que Jennifer est la coupable et les remettre à la police. Je suis retourné dans la salle d'attente. David s'est levé. Rachel, ça va? A-t-il demandé. Oui. Je réfléchissais juste à quelque chose, ai-je répondu. Jennifer se tenait près de la fenêtre. Elle me tournait le dos. Ses épaules tremblaient légèrement. Je ne pouvais pas dire si elle pleurait. Le lendemain, Ethan était stable à l'hôpital. Il a repris connaissance et m'a fait un faible sourire, mais je ne pouvais pas me détendre. Quelqu'un avait tenté de tuer mon fils. Cette personne n'avait toujours pas été arrêtée. La police menait une enquête, mais je ne pouvais pas attendre. Je trouverai les preuves moi-même. J'étais décidé. À 10 heures, je suis rentré à la maison. David est resté à l'hôpital, au chevet d'Ethan. J'étais seul. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, les débris de la fête d'hier étaient toujours là. Des ballons, des décorations et le gâteau à moitié entamé. La police avait saisi le gâteau comme preuve, mais les assiettes et les gobelets en papier étaient toujours sur la table. J'ai essayé de ne pas les regarder et je suis monté à l'étage. Je suis entré dans la chambre d'Ethan. Le sac à dos était par terre. La police devait déjà l'avoir examiné, mais je voulais vérifier de mes propres yeux. J'ai ouvert le sac à dos. J'ai regardé l'endroit où se trouvait l'épipène. La pose IP. Je le mets toujours ici, mais quelque chose est différent.
La position de la fermeture éclair est légèrement décalée. Je suis une personne méticuleuse. Je ferme toujours la fermeture éclair dans la même position, mais là, c'est différent. Quelqu'un l'a ouverte et refermée. J'ai regardé autour de la chambre. Quelque chose était-il tombé par terre? Un signe que des tiroirs avaient été ouverts? Et je l'ai trouvé. Sous le lit, un petit capuchon en plastique transparent. Je l'ai ramassé. Un capuchon de seringue. De qualité médicale. Pourquoi y a-t-il un capuchon de seringue dans la chambre d'Ethan? Ethan n'utilise pas d'injection. Moi non plus. Alors qui? Hier, Jennifer était dans cette pièce pendant 30 minutes, seule. J'étais dans la cuisine. Que faisait Jennifer à l'étage? Elle a dit qu'elle posait le cadeau sur le lit, mais ça ne devrait pas prendre 30 minutes. J'ai mis le capuchon de seringue dans un sac en plastique. Une preuve. Je me suis dirigé vers le bureau. Le bureau de David. Le testament de mon beau-père est conservé ici. David avait été troublé par ce testament auparavant. Il disait que son père faisait de la discrimination envers sa sœur Jennifer. À l'époque, je n'avais pas demandé de détails. Mais maintenant, je devais savoir pour comprendre le mobile de Jennifer. J'ai ouvert le classeur. J'ai trouvé le testament immédiatement. Il était dans une enveloppe brune. J'ai ouvert le sceau et lu le testament. À mon fils, David, 5 millions de dollars. La raison est qu'il a un fils, Ethan. Il a quelqu'un pour perpétuer la lignée familiale. À ma fille, Jennifer, 500 000 dollars. La raison est qu'elle n'a pas d'enfant. Je suis désolé, mais elle n'a personne pour perpétuer la famille. J'ai serré le testament. C'est terrible. Jennifer n'hérite que d'un dixième parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mon beau-père a discriminé sa fille et Jennifer souffrait d'infertilité. 10 ans de traitement, 5 échecs, un divorce. Elle a tout perdu et moi, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Qu'est-ce que cela signifiait pour Jennifer? J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai appelé la pâtisserie Sweet Dream. Le directeur a répondu. C'est Madame Martinez. J'ai commandé un gâteau hier et je me demandais si je pouvais voir les images de la caméra de sécurité. Ai-je demandé? Le directeur a dit que la police les avait déjà contactés. Mais en tant que mère, je veux le voir de mes propres yeux, ai-je plaidé. Le directeur a réfléchi un instant puis a dit « Veuillez venir ». 30 minutes plus tard, j'étais à la pâtisserie. Le directeur m'a conduite dans l'arrière-salle. Je me suis assise devant le moniteur et j'ai visionné les images de la veille. À 14h35, Jennifer récupère le gâteau. Elle sourit et discute avec l'employé. À 14h37, elle se dirige vers le parking. Jusqu'ici, c'est normal. À 14h38, Jennifer monte dans la voiture, mais ne la démarre pas. Elle fait quelque chose dans la voiture. La boîte à gâteaux est sur ses genoux. À 14h40, Jennifer sort quelque chose de son sac. Une petite bouteille et une seringue. J'ai eu le souffle coupé. Jennifer aspire du liquide de la bouteille avec la seringue. Puis elle ouvre la boîte à gâteaux. À 14h43, Jennifer insère la seringue dans le gâteau. Elle injecte lentement le liquide puis referme la boîte. Elle remet la seringue et la bouteille dans son sac. À 14h50, elle démarre la voiture. J'ai arrêté la vidéo. Mes mains tremblaient. Jennifer, tu l'as vraiment fait. La preuve parfaite. Les images montrent tout. L'injection de poison dans le gâteau. S'il vous plaît, donnez-moi ces images, ai-je demandé au directeur. Le directeur a copié les images sur une clé USB. Je vais soumettre ça à la police, ai-je dit. Oui, et je vais garder une copie aussi, a répondu le directeur. J'ai quitté la pâtisserie et suis monté dans ma voiture, mais je suis resté assise sans démarrer le moteur. Je dois fouiller la voiture de Jennifer. La seringue et la bouteille pourraient encore être dans la voiture. Jennifer a-t-elle détruit les preuves ou est-elle négligente? Ça vaut la peine d'essayer. Je me suis dirigé vers l'appartement de Jennifer. Elle devrait être à l'hôpital maintenant. Elle a dit qu'elle venait rendre visite à Ethan, ce qui signifie que sa voiture est sur le parking de l'immeuble. Je suis arrivé à l'appartement. J'ai trouvé la berline blanche de Jennifer. Elle était garée dans un coin du parking. J'ai regardé autour de moi. Personne. Je me suis approché de la voiture. J'ai essayé la portière. Elle n'était pas verrouillée. Jennifer a-t-elle oublié de la verrouiller? Ou pense-t-elle n'avoir rien à cacher? J'ai ouvert la portière. J'ai fouillé l'intérieur de la voiture. Le siège passager. Rien. La banquette arrière. Rien. J'ai ouvert la boîte à gants. C'était là.
Une seringue vide. Une petite bouteille en verre. L'étiquette indiquait huile d'arachide. Et des gants jetables. J'ai pris des photos. La preuve. La preuve définitive. J'ai ramassé la seringue. Dans le tube transparent, une petite quantité de liquide restait. De couleur ambre. De l'huile d'arachide. Je le sais parce que je suis une ancienne infirmière. C'est l'outil pour tuer Ethan. Jennifer l'a préparé délibérément. Je suis sorti de la voiture et j'ai appelé l'inspecteur Chen. J'ai trouvé des preuves. Les images de la caméra de sécurité de la pâtisserie et une seringue dans la voiture de Jennifer, ai-je dit. L'inspecteur Chen a semblé surpris. « Madame Martinez, vous avez enquêté par vous-même » a-t-il demandé. « Oui, pour mon fils. Jennifer est la coupable. »« J'ai des preuves » ai-je répondu. L'inspecteur Chen a dit qu'il comprenait. « J'arrive tout de suite. »« Sécurisez les preuves » a-t-il dit. 1 heure plus tard, l'inspecteur Chen et 2 policiers sont arrivés. J'ai remis la clé USB avec les images de la caméra de sécurité. Puis je leur ai montré la voiture de Jennifer. L'inspecteur a examiné l'intérieur de la voiture et a mis la seringue et la bouteille dans des sacs de preuves. C'est suffisant. Nous allons arrêter Jennifer Thompson, a dit l'inspecteur. À 18 h, je suis rentré à la maison avec la police. L'inspecteur Chen et 2 officiers m'accompagnaient. Toute la famille était dans le salon. Jennifer, mon mari David, les parents de David, mes parents. Tout le monde avait l'air inquiet. Quand je suis entré, tout le monde s'est retourné. David s'est levé. « Rachel, Ethan va bien » a-t-il demandé. « Il est stable, mais nous devons parler » ai-je répondu. J'ai fixé Jennifer. Jennifer avait une expression anxieuse, mais elle jouait encore la comédie. « Jennifer, je veux te demander quelque chose » ai-je dit. « Quoi, Rachel » a répondu Jennifer. Sa voix tremblait. « Hier, quand tu es venu chez moi, que faisais-tu à l'étage » ai-je demandé. Le visage de Jennifer a changé de couleur. « Le cadeau d'Ethan. »« Tu le sais bien » a-t-elle dit. « Que faisais-tu seul pendant 30 minutes » ai-je continué. Jennifer a bégayé. « Je posais le cadeau sur le lit » a-t-elle répondu. J'ai sorti le capuchon de seringue. Toujours dans le sac en plastique, je l'ai montré à Jennifer. « Tu as fait tomber ça dans la chambre d'Ethan, n'est-ce pas » ai-je dit. Jennifer a reculé. « Ce n'est pas à moi » a-t-elle dit. Mais son corps tremblait. Son corps tout entier tremblait. J'ai sorti mon smartphone. J'ai vu les images de la caméra de sécurité de la pâtisserie Sweet Dream. Toi, dans la voiture, en train d'injecter quelque chose dans le gâteau, ai-je dit. J'ai montré à tout le monde l'écran du smartphone. La vidéo a tourné. Jennifer insérant la seringue dans le gâteau, injectant le liquide. Le silence s'est fait dans la pièce. David s'est levé. Jennifer, qu'est-ce que c'est que ça ? A-t-il demandé. Jennifer a secoué la tête. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-elle dit. Et j'ai trouvé ça dans ta voiture, ai-je continué. J'ai montré les photos sur mon smartphone. La seringue vide, la bouteille d'huile d'arachide, les gants jetables. Jennifer est tombée à genoux. Son corps tout entier était secoué de violents tremblements. Des larmes coulaient sur son visage. L'inspecteur Chen s'est avancé. Est-ce suffisant ? ai-je demandé. C'est suffisant, a répondu l'inspecteur. Jennifer Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, a dit l'inspecteur. Un officier s'est approché de Jennifer. Jennifer a levé les yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit en pleurant. David a crié. Pourquoi, Jennifer ? Pourquoi Ethan ? C'est ton neveu, a-t-il dit. Jennifer a répondu, le visage baigné de larmes. Parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Parce que vous avez tout et que je n'ai rien. Parce que chaque fois que je vois Ethan, ça me rappelle ce que je ne pourrai jamais avoir, a-t-elle dit. La pièce s'est figée. Jennifer a continué, 15 ans, David. Pendant 15 ans, j'ai essayé. Cette fois, cet échec. Mon mari m'a quitté. Papa m'a exclu de son testament. Et puis Rachel a annoncé sa 2e grossesse. Un 2e enfant. Moi qui ne peux même pas en avoir un seul. A-t-elle crié. Je me suis avancé, les larmes coulant sur mon visage. J'ai regardé Jennifer de haut. Alors, tu as essayé de tuer mon fils. Je peux comprendre ta douleur, Jennifer. Mais ce n'est pas une raison pour tuer un enfant de 5 ans, ai-je dit. Jennifer s'est effondrée sur le sol. Je sais. Je sais. Je suis un monstre, a-t-elle pleuré. L'officier a menotté Jennifer.
Jennifer n'a pas résisté. Elle continuait juste de pleurer. Le lendemain, l'inspecteur Chen m'a appelé. Nous avons perquisitionné l'appartement de Jennifer. Il y a quelque chose que je veux vous montrer, a-t-il dit. Je me suis rendu au poste de police. David a dit qu'il viendrait aussi, mais j'ai répondu que j'irais seul. C'est quelque chose que je dois voir jusqu'au bout. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, l'inspecteur Chen a sorti un journal intime. Le journal de Jennifer. Il était sur la table de chevet dans son appartement. Il a dit que le journal avait une couverture en cuir noir et semblait avoir beaucoup servi. L'inspecteur a ouvert une page. C'est l'entrée d'il y a 3 mois, le jour où vous avez annoncé votre grossesse, a-t-il dit. J'ai lu le journal. Aujourd'hui, Rachel a annoncé sa 2e grossesse. Tout le monde souriait et la félicitait. J'ai aussi souri et dit félicitations. Mais à l'intérieur, je hurlais. Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Rachel va avoir un 2e enfant. Je ne peux même pas en avoir un premier. Dieu est injuste. J'ai eu le souffle coupé. Jennifer ressentait cela depuis 3 mois. Mon bonheur la blessait, mais je ne l'avais pas remarqué. Je n'avais même pas essayé de le remarquer. L'inspecteur a ouvert une autre page. C'est une entrée d'il y a 1 mois, a-t-il dit. J'ai élaboré un plan. À la fête d'anniversaire d'Ethan, j'utiliserai de l'huile d'arachide. La réaction allergique ressemblera à un accident. Personne ne me soupçonnera. Je vais aussi trafiquer l'épipène. Remplacer le contenu par une solution saline. Un plan parfait. Je veux que Rachel goûte à ma douleur. La douleur de perdre un enfant. J'ai serré le journal. Il y a 1 mois, Jennifer planifiait cela depuis 1 mois. Elle attendait l'anniversaire d'Ethan pour tuer mon fils. Ce n'est pas un crime impulsif. C'est une tentative de meurtre avec préméditation. L'inspecteur a hoché la tête. Oui, c'est une intention de tuer évidente. Elle sera condamnée, a-t-il dit. Mais l'expression de l'inspecteur était compliquée. Il y a une autre découverte importante, a-t-il continué. Il a ouvert un autre dossier. Jennifer pourrait avoir été impliquée dans un autre incident il y a 5 ans, a-t-il dit. J'ai regardé l'inspecteur. Quel incident? Ai-je demandé. L'ex-mari de Jennifer s'est remarié il y a 3 ans. Sa nouvelle femme est tombée enceinte 3 mois après le remariage, mais 1 mois plus tard, elle a fait une fausse couche. La cause est inconnue, a expliqué l'inspecteur. Je me suis figé. Impossible. L'inspecteur a continué. Nous avons examiné les dossiers médicaux. Il y a des aspects anormaux. Il est rare qu'une femme en bonne santé fasse une fausse couche sans aucun signe avant-coureur. Avez-vous des preuves? Ai-je demandé. L'inspecteur a secoué la tête. Non, mais le timing correspond. À l'époque, Jennifer vivait à 3 rues de la maison de son ex-mari. Elle connaissait la nouvelle femme de son ex-mari. Elle aurait pu y avoir accès, a-t-il dit. J'ai tremblé. Alors, Ethan n'est peut-être pas la première victime, ai-je demandé. C'est possible. Mais sans preuve, nous ne pouvons pas la poursuivre, a répondu l'inspecteur. J'ai regardé le journal. N'écrit-elle rien d'autre? Sur la nouvelle femme de son ex-mari. Ai-je demandé. L'inspecteur a ouvert une autre page. C'est une entrée d'il y a 4 ans, a-t-il dit. J'ai lu. La nouvelle femme de David est tombée enceinte. David est mon ex-mari. Il m'a abandonné et il est devenu heureux avec une nouvelle femme. Je ne peux pas pardonner ça. Je lui prendrai ce qu'elle m'a pris. J'ai fermé les yeux. Jennifer l'avait vraiment fait. Elle aurait pu être impliquée dans la fausse couche de la femme de son ex-mari. Et maintenant Ethan. Jennifer était contrôlée par la douleur, la jalousie et la haine. L'inspecteur a dit, Jennifer subira une évaluation psychologique. Nous devons évaluer son état mental. J'ai hoché la tête. Cet après-midi-là, j'ai demandé à rendre visite à Jennifer. David s'y est opposé. Pourquoi as-tu besoin de la voir? A-t-il dit. Parce que je veux connaître la vérité. Toute la vérité, ai-je répondu. David a cédé. D'accord, mais sois prudente, a-t-il dit. La salle de visite du centre de détention était froide et stérile. Jennifer est entrée. Elle était maigre. Ses cheveux étaient en désordre et elle avait des cernes sous les yeux. Nous nous sommes fait face à travers une vitre. J'ai décroché le téléphone. Jennifer a décroché le téléphone aussi. Rachel, pourquoi es-tu venue? A demandé Jennifer. Sa voix était faible. Parce que je veux connaître la vérité. La fausse couche de la nouvelle femme de ton ex-mari. Y es-tu pour quelque chose? Ai-je demandé.
Jennifer est restée silencieuse. Un long silence s'est ensuivi. Puis elle a dit, il n'y a pas de preuve. Ce n'est pas une réponse. Dis-moi la vérité, Jennifer, ai-je dit. Jennifer a levé les yeux. Ses yeux étaient vides. Je n'admettrai rien. Mais si je l'avais fait, elle aurait juste compris ma douleur. Elle a pris mon mari et elle est tombée enceinte de l'enfant que je ne pouvais pas avoir. Je ne pouvais pas pardonner ça, a-t-elle dit. J'ai senti les larmes monter. Tu es un monstre, Jennifer. Je peux comprendre la douleur, la souffrance de l'infertilité, la douleur du divorce. Mais ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres, ai-je dit. Jennifer a ri. Un rire froid et autodérisoire. Je sais. Mais la douleur m'a détruite. Chaque jour. Je me demandais pourquoi seulement moi? Et la haine a pris le contrôle de moi. Elle a dit, tu avais des choix. Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais pu suivre une thérapie, mais tu as choisi la haine et tu as blessé des innocents, ai-je dit. Jennifer a pleuré. Je sais tout, mais c'est trop tard. Je ne peux pas revenir en arrière, a-t-elle dit. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne te pardonnerai pas, mais pour m'assurer que des gens comme toi ne soient plus jamais créés, je vais aider les personnes qui souffrent d'infertilité. Je leur montrerai un chemin différent de celui que tu as choisi, ai-je dit. Jennifer m'a fixé. Merci, Rachel. Marche sur le chemin que je n'ai pas choisi, a-t-elle dit d'une petite voix. Je me suis levé. Adieu, Jennifer. Nous ne nous reverrons plus jamais, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. 3 mois plus tard, le verdict a été rendu au tribunal. David et moi étions assis dans la galerie. Jennifer était sur le banc des accusés. Elle était émaciée. Le juge a lu le verdict. Jennifer Thompson, vous avez tenté de tuer un enfant de 5 ans avec préméditation. Vous avez planifié pendant 1 mois et essayé de l'exécuter parfaitement. C'est un crime extrêmement malveillant. Le verdict. Coupable de tentative de meurtre. 25 ans de prison. Sans possibilité de libération conditionnelle. Un traitement psychiatrique est obligatoire. Ordonnance de ne pas approcher de façon permanente la famille Martinez. Jennifer a hoché la tête tranquillement. Je le mérite, a-t-elle dit d'une petite voix. Un officier a menotté Jennifer. Jennifer était emmenée. Elle s'est retournée une seule fois. Nos regards se sont croisés. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais je n'ai pas détourné le regard. Après avoir quitté le tribunal, David m'a tenu la main. C'est fini, a-t-il dit. Oui, mais c'est aussi un commencement, ai-je répondu. David a penché la tête. Le commencement de quoi? A-t-il demandé. J'ai souri. Le commencement d'une nouvelle mission, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches sur les organisations de soutien à l'infertilité. Quelles organisations existent? Quel type de soutien est nécessaire? Je suis une ancienne infirmière. J'ai des connaissances médicales. Et maintenant, je comprends aussi la douleur de Jennifer. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. David est entré dans la pièce. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé. Je pense à créer une organisation de soutien à l'infertilité, ai-je répondu. David a semblé surpris. Même après ce qui s'est passé avec Jennifer, a-t-il dit. C'est précisément pour ça. Pour s'assurer que des gens comme Jennifer ne soient plus jamais créés. Pour montrer aux personnes qui souffrent des choix différents, ai-je répondu. David a posé sa main sur mon épaule. Tu es forte, Rachel, a-t-il dit. Je ne suis pas forte. Je fais juste ce que je peux en tant que mère, ai-je répondu. David a souri. Je t'aiderai, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu. Sur l'écran, il y avait un site web pour une organisation de soutien à l'infertilité. De nombreux témoignages de femmes étaient publiés. Douleur, souffrance, désespoir, mais en même temps espoir. Des voix demandant de l'aide. Je veux répondre à ces voix. Jennifer a choisi la haine, mais je veux que les autres choisissent l'espoir. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai pensé à un nom pour l'organisation. L'espoir au-delà de la douleur. C'est bien. J'ai commencé à taper. Le but de la création, les objectifs, les activités, les mots sont venus les uns après les autres. Soutien psychologique pour les personnes souffrant d'infertilité, offre de conseils, partage d'informations médicales, et surtout, leur dire qu'elles ne sont pas seules. J'ai regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. Mais je n'avais pas sommeil. Un sentiment de mission me poussait. Jennifer est en prison pour 25 ans. Sa vie est finie,
Mais la vie des autres continue. Je veux les sauver. Pas de la douleur. Je veux leur montrer comment vivre avec la douleur. Pas avec la haine, mais avec l'espoir. David a dit, il est tard, Rachel. Tu dois te reposer. Juste un peu plus longtemps, ai-je répondu. C'est aussi ma rédemption, ai-je continué. Rédemption? Pourquoi? A demandé David. Je n'ai pas remarqué la douleur de Jennifer. Je savais qu'elle souffrait, mais je n'ai rien fait. Si je lui avais tendu la main, alors? Ai-je répondu. David a secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. C'est le chemin que Jennifer a choisi, a-t-il dit. Je sais, mais il y avait quelque chose que j'aurais pu faire. Il n'est pas trop tard maintenant pour les autres, ai-je dit. David m'a serré dans ses bras. Tu es vraiment forte, Rachel, a-t-il dit. J'ai pleuré sur la poitrine de mon mari. 1 an plus tard, le 6e anniversaire d'Ethan est arrivé. J'ai organisé une petite fête, juste la famille, quelques amis proches. Je n'ai pas fait une grande fête comme l'année dernière. Ethan ne le voulait pas non plus. Ethan a regardé le gâteau et a demandé « Maman, ce gâteau est-il sûr ?» Je me suis agenouillé et j'ai regardé mon fils dans les yeux. « Oui, il est sûr. » C'est maman qui l'a fait elle-même, ai-je répondu. Ethan a demandé anxieusement « Il n'y a pas d'arachide ?» Je te le promets, ai-je dit. Ethan a souri. Ce sourire n'avait plus la peur de l'année dernière. Alors je suis prêt pour mon anniversaire, a-t-il dit. J'ai serré mon fils dans mes bras. La fête a été paisible. Il y a eu des rires, mais tout le monde a ressenti l'absence de Jennifer. Les parents de David avaient des expressions complexes. Leur fille est en prison pour 25 ans. Ils n'ont rien dit, mais la douleur se lisait sur leur visage. Le soir, avant qu'Ethan ne s'endorme, il a posé une question. « Maman, je pense encore à tante Jennifer parfois. » J'ai été surprise. Je pense à elle aussi parfois. Pourquoi? Ai-je demandé. Ethan a serré sa couverture. J'y pense aussi. Je n'ai plus peur. Mais je suis triste pour tante, a-t-il dit. Pourquoi es-tu triste pour ta tante? Ai-je demandé. Ethan a fixé le plafond. Parce que tante avait mal dans son cœur et elle ne savait pas comment arrêter la douleur. Alors, elle a fait quelque chose de mal, a-t-il dit. J'ai senti les larmes monter. C'est vrai, Philem. Tu as absolument raison. Ta tante souffrait et elle a fait un choix terrible, mais toi, tu as choisi la gentillesse même après ce qu'elle t'a fait, ai-je dit. Ethan m'a regardé. Est-ce mal de me sentir triste pour tante? Même si elle m'a fait du mal? A-t-il demandé. Non, c'est une chose merveilleuse. Ça s'appelle la compassion. C'est l'une des plus belles choses au monde, ai-je répondu. Ethan a souri. Puis il a dit bonne nuit et s'est endormi. J'avais lancé l'organisation de soutien à l'infertilité, l'espoir au-delà de la douleur. Je l'ai créée il y a 6 mois et déjà plus de 100 femmes l'ont rejointe. Chaque semaine, j'organise des séances de conseil. Des femmes se rassemblent, partagent leur douleur et trouvent de l'espoir. Lors d'une session, une femme a dit « Je me sens comme un échec. Tout le monde autour de moi tombe enceinte et je suis brisée. » Je lui ai pris la main. « Vous n'êtes pas brisée. Vous êtes humaine. L'infertilité est douloureuse. Votre douleur est réelle, ai-je dit. Mais je suis si jalouse. Parfois, je déteste les gens qui sont enceintes, a-t-elle dit en larmes. J'ai hoché la tête. La jalousie est une émotion naturelle. Mais ne la transformez pas en haine. J'ai connu quelqu'un qui a été contrôlé par la haine. Elle a essayé de tuer mon fils à cause de sa propre douleur. Ne devenez pas ça, ai-je dit. La femme m'a fixé, puis a hoché la tête. Merci. J'avais besoin d'entendre ça, a-t-elle dit. Le mois dernier, j'ai donné un discours lors d'un événement du groupe de soutien. Plus de 200 personnes se sont rassemblées. Je suis monté sur scène et j'ai raconté mon histoire. Il y a 1 an, mon fils a failli être tué. L'auteur était ma belle-sœur. Elle avait souffert d'infertilité pendant 15 ans et la haine a pris le contrôle d'elle. Je ne lui pardonnerai pas, mais je comprends sa douleur. C'est pourquoi j'ai créé cette organisation, pour que les personnes souffrant d'infertilité puissent trouver l'espoir au lieu de la haine. Votre douleur est réelle, mais elle ne vous définit pas. Vous pouvez vivre au-delà de votre douleur, ai-je dit. Le public a applaudi. Certains pleuraient. Après l'événement, une femme est venue me voir. Vos paroles m'ont sauvé. J'étais sur le point d'être contrôlé par la haine, moi aussi. Mais ça va maintenant, a-t-elle dit. Je l'ai serré dans mes bras. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes toutes là, ai-je dit. La nuit, allongé dans mon lit, David a dit, tu es vraiment forte, Rachel. J'ai secoué la tête.
Je ne suis pas forte. J'avance, c'est tout, ai-je répondu. C'est ça, la force, a dit David. Notre fille Émilie a commencé à pleurer dans la pièce voisine. Elle a maintenant 3 mois. Je me suis levé. David a dit, j'y vais. J'ai souri. Allons-y ensemble, ai-je dit. Quand nous sommes entrés dans la chambre d'Émilie, Ethan était déjà là. Il se tenait à côté du berceau de sa sœur. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Ethan s'est retourné. Émilie pleurait. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien, a-t-il dit. J'ai caressé la tête de mon fils. Tu es un gentil grand frère, ai-je dit. Ethan a fixé Émilie. Et, Émilie. Je suis ton grand frère. Je te protégerai toujours, a-t-il dit d'une petite voix. J'ai senti les larmes monter. David s'essuyait les yeux aussi. J'ai pensé qu'il y a 1 an, nous étions en enfer. Mon fils avait failli être tué. Notre famille avait presque volé en éclats, mais nous avons survécu. Les cicatrices restent. Nous n'oublierons jamais ce que Jennifer a fait. Mais nous allons de l'avant. Choisissant l'amour au lieu de la haine. Choisissant l'espoir au lieu de la vengeance. Ethan a tenu la main d'Émilie. Petite main touchant petite main. Émilie a arrêté de pleurer. Ethan a souri. Maman, Émilie sourit, a-t-il dit. J'ai contemplé mon fils et ma fille. Ces 2-là sont tout pour moi. Pour ces 2-là, je serai forte. Pour ces 2-là, je répandrai l'espoir. Jennifer est en prison. Sa vie s'est arrêtée, mais notre vie continue, va de l'avant, et c'est tout ce qui compte. Vivre, aimer, espérer. Nous avons survécu et nous serons heureux avec notre fils et notre fille, avec notre famille. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du matin commençait à se lever. Le début d'un nouveau jour. Le début d'un nouvel espoir. J'ai souri.